Comment le monde est-il devenu si connecté? C'est une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, on va justement plonger dans l'histoire, une histoire incroyable et, on va le voir, assez compliquée d'Internet. Et tout a commencé, pas par un succès, mais par un échec. Alors, on y va. Il faut vraiment s'imaginer la scène. Des scientifiques sont là. Ils essayent d'envoyer le tout premier message entre deux ordinateurs. Le mot qu'ils veulent taper, c'est simple, login. Mais le système plante. Il plante après seulement 2 lettres. Et donc, le premier mot jamais envoyé sur ce réseau, c'est Hello. Un Hello complètement involontaire. C'est un début assez modeste, on peut le dire, pour une technologie qui allait absolument tout changer. Alors, ce fameux lot, il a été envoyé en 1969. Et ça s'est passé sur un réseau qui s'appelait ARPANET. Attention, on n'est pas du tout dans un projet commercial. C'était un projet militaire américain en pleine guerre froide. L'idée, c'était quoi? C'était de créer un réseau de communication qui pourrait résister, survivre même à une attaque nucléaire. Et le but pratique, c'était de permettre aux scientifiques de partager leurs recherches, des recherches précieuses bien sûr, à travers tout le pays. Et ce qui rendait ARPANET si révolutionnaire, la technologie clé derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la commutation par paquet. Alors au lieu d'envoyer un message d'un seul bloc d'un coup, cette méthode le découpe en tout petits morceaux, des paquets, et chaque petit paquet peut prendre un chemin différent pour arriver à destination où ils sont ensuite réassemblés. C'est un peu comme envoyer un puzzle pièce par des chemins différents. Et c'est justement cette idée de décentralisation qui a rendu le réseau super résilient, super flexible. En fait, ça a posé les bases de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Ok, donc pour passer de ce projet expérimental à l'Internet mondial, il y a eu 2 étapes vraiment cruciales. D'abord, 1969. ARPANET prouve que oui, c'est possible, des ordinateurs peuvent communiquer à distance. Et puis, un grand saut en avant en 1983 avec l'arrivée du protocole TCP/IP. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un langage universel. D'un coup, plein de réseaux différents pouvaient se parler entre eux. C'est comme ça qu'on a créé un réseau de réseaux. Et cette idée d'ouverture, cette philosophie, elle est super bien résumée par un de ses créateurs, Vinton Cerf. Il a dit que l'intention, ce n'était pas de gouverner, pas de contrôler Internet. Non, c'était de démocratiser son accès. Rendre l'information accessible à tous. C'est vraiment un principe fondamental qui a guidé les débuts d'Internet. Allez, on fait un bond en avant, on arrive à la fin des années 80. À ce moment-là, Internet, c'est encore un truc réservé à une élite, des scientifiques, des militaires. Mais ça va bientôt changer. Une transformation radicale est sur le point d'arriver et elle va le rendre accessible à tout le monde. Et cette transformation, on la doit en grande partie à un homme, Sir Tim Berners-Lee. Il a inventé 3 choses, 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'URL. En gros, c'est une adresse standard, unique pour chaque information. Ensuite, le HTML, un langage tout simple pour organiser le contenu. Et enfin, le navigateur web, l'outil qui permet d'accéder à tout ça. Et ces 3 inventions mises ensemble, ça a donné le World Wide Web, une interface super simple pour naviguer dans ce qui était un peu le chaos d'Internet. Et le plus fou, c'est que Tim Berners-Lee a fait un geste d'une générosité incroyable. Il a refusé de breveter son invention. Il l'a offerte au monde. En la rendant publique, il a fait en sorte que le web reste un bien commun numérique, un espace ouvert, vraiment pour tout le monde. Bon, maintenant que le web est accessible à tout le monde avec des navigateurs comme Mosaic ou Netscape, l'enthousiasme commercial, lui, il a littéralement explosé. C'est le début d'une période un peu folle qu'on a appelée la bulle Internet. C'est le moment où les rêves numériques se sont heurtés à la dure réalité du marché. Cette espèce de frénésie, elle a été très bien décrite par l'économiste Robert Shiller. Il a appelé ça l'exubérance irrationnelle. C'est quoi? C'est le moment où les investisseurs oublient complètement les chiffres, la rationalité, et ils se laissent emporter par un optimisme démesuré. Ils parient des fortunes sur des entreprises qui, parfois, n'avaient même pas de plan pour gagner de l'argent. Et ce qui devait arriver arriva, la bulle a éclaté. Et le résultat, il a été spectaculaire. Le Nasdaq, l'indice boursier des entreprises technologiques, s'est complètement effondré. Il a perdu presque 78% de sa valeur. Imaginez, des années de gains envolés, effacés en seulement quelques mois. Pour qu'on se rende bien compte, ça représente 5 000 milliards de dollars, 5 trillions de dollars de valeur en bourse qui se sont juste évaporés. Des entreprises qui semblaient super prometteuses, comme Pets.com ou Webvan, ont fait faillite du jour au lendemain. Elles sont devenues les symboles de cette période d'excès. Mais attention, le crash n'a pas tué Internet. Loin de là. En fait, des cendres de cette bulle est née une nouvelle version d'Internet. Une version plus personnelle, plus sociale et surtout plus mobile. Internet allait quitter nos bureaux pour venir se glisser directement dans nos poches. Et la décennie qui a suivi, c'est une vraie révolution. Pensez-y. 2004, Facebook débarque et crée une infrastructure sociale planétaire. 2006, Twitter change la façon dont on discute en public, avec des messages courts et instantanés. Et puis 2007, le tournant, l'iPhone. Là, Internet est vraiment, pour de bon, dans la poche de tout le monde.
Et en 2010, Instagram vient compléter le tableau en transformant nos vies en un flux d'images à partager. Sauf que cette nouvelle ère de connexion permanente, non-stop, a fait naître un paradoxe assez étrange et même troublant. On n'a jamais été aussi connectés les uns aux autres, et pourtant, beaucoup de gens se sentent plus seuls que jamais. C'est Sherry Turkle, une sociologue du MIT qui étudie notre rapport à la technologie depuis des décennies, qui a trouvé la formule parfaite pour décrire ça. Une formule qui frappe fort, on est seul ensemble. Et c'est ça le grand dilemme de notre époque. D'un côté, on a la connexion technologique, un accès instantané, permanent aux autres. Et de l'autre, on a l'intimité humaine, la vraie, celle qui a besoin d'empathie, de présence physique, et celle-là, elle semble de plus en plus difficile à trouver. Cet isolement, il est souvent amplifié par les algorithmes eux-mêmes. Il faut bien comprendre leur but. Ce n'est pas notre bien-être. Non, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Et comment ils font ça? Eh bien, le moyen le plus efficace, c'est de nous montrer des contenus qui déclenchent des émotions fortes. La peur, la colère. Parce que l'indignation, c'est ce qui se partage le plus vite et le plus loin. L'auteur Nicolas Carr, lui, va encore plus loin. Il explique que ce bombardement constant de notifications, d'informations, de stimuli, ça finit par éroder ce qu'il appelle notre souveraineté cognitive. C'est quoi ça? C'est tout simplement notre capacité à nous concentrer, à réfléchir en profondeur et au final à penser par nous-mêmes. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale de notre époque numérique. Est-ce que nos outils de connexion nous connectent vraiment ou est-ce qu'ils nous isolent? C'est un équilibre super fragile. D'un côté, la facilité, la commodité qu'ils apportent, de l'autre, la profondeur de connexion qu'on risque de perdre. C'est un équilibre que tout le monde, au quotidien, doit essayer de trouver. Voilà, si cette plongée dans les deux facettes d'Internet a piqué la curiosité et que l'envie d'approfondir ces questions est là, l'ouvrage qui a servi de base à cette analyse est une excellente ressource. On y trouve une réflexion beaucoup plus détaillée.